Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Questions ouvertes. J'ai la joie aujourd'hui de remplacer Dominique Chivot, que vous retrouverez, je vous rassure, dès jeudi prochain. Alors dans l'actualité de cette semaine, eh bien, il y a une crise qui peut-être est masquée par les autres. On parle beaucoup depuis plusieurs mois de la crise financière, de la crise économique. On parle moins et pourtant elle est présente, peut-être plus que jamais, de la crise alimentaire. Et le pape Benoît XVI, il y a quelques jours, a demandé très fermement aux responsables des nations de tout faire pour éradiquer la faim une fois pour toutes. Dans le même temps, à Paris, on s'intéresse aussi à l'alimentation, mais à travers le prisme du Salon de l'Agriculture qui a ouvert il y a quelques jours. Et beaucoup de questions autour du monde agricole. On parle d'agriculture responsable, d'agriculture raisonnée, de développement durable aussi au Salon de l'Agriculture. On va s'intéresser à toutes ces questions avec aujourd'hui deux représentants de la presse chrétienne éminents. Pour le magazine Pèlerin, nous recevons aujourd'hui avec joie Vincent Cabanac. Bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin et puis vous avez aussi une autre casquette comme responsable de la documentation catholique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous aussi Samuel Pruvot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef actualité à Famille Chrétienne. Alors, on va s'intéresser donc à ces questions autour de l'agriculture responsable. Je vous propose pour cela de voir d'abord un reportage d'Aymeric Coletta. Alors que le pape rappelle la nécessité d'éradiquer la faim dans le monde, le salon de l'agriculture bat son plein à Paris. Même si la crise alimentaire n'y occupe pas le devant de la scène, les vitrines affichent des slogans militants. Durable, équitable, renouvelable. Les adjectifs sont de sortie et affichent l'ambition générale d'avoir une agriculture plus responsable. Je dirais que ces questions elles se posent au nord comme au sud. Il n'y a pas une spécificité. Avec des différences de déclinaison. Bon, au sud, c'est des problèmes souvent d'alimentation, de nutrition, de satisfaction des besoins primaires. Et au nord, on met plus en avant les problèmes de protection de l'environnement. Mais il ne faut pas oublier qu'au sud, on a aussi une mission de protection de l'environnement. Préservation de la biodiversité. C'est un problème qui est essentiel. Mais la crise quantitative qui touche le Sud a aussi affecté le Nord par le passé. Et en prenant l'exemple de la France, on se rend compte que les deux problèmes peuvent être liés. Si on reprend l'historique de l'agriculture, on est sorti de la guerre, on a dit aux agriculteurs, produisez. Donc le pays avait faim, donc il fallait produire. Là-dessus, la recherche, l'INRA a travaillé sur des nouvelles variétés, a travaillé sur les engrais, sur les outils de protection des plantes. On a fait donc les fameux pesticides et les agriculteurs ont augmenté leur volume de production, ont relevé un défi qui était de nourrir le pays. Paris gagné sur le coup, mais effet dévastateur par la suite, sur l'économie, la santé et surtout sur l'environnement. Et le changement de cap qui s'est opéré suscite aujourd'hui l'inquiétude chez certains agriculteurs qui ont naturellement besoin de temps pour effectuer la mutation de leur structure. Le souhait politique de dire plus d'environnement, on n'est pas contre, on est tout à fait pour. Aujourd'hui, il faut nous donner les moyens à nous, exploitants, je ne veux pas dire intensifs, mais conventionnels, d'y arriver, tout en restant dans des limites, je veux dire, du responsable et du bien-être animal. À l'autre bout de la chaîne, les consommateurs subissent également cette situation. La plupart souhaitent que les habitudes alimentaires évoluent. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on appelle maintenant bio les choses qui étaient avant naturelles. C'est-à-dire qu'on revient, on nous vend du bio, alors que c'est ce qu'on mangeait avant. Dans 20 ans, ce qui paraît maintenant un petit phénomène de mode peut-être, sera complètement un phénomène entériné, ce sera dans l'esprit des gens et chacun aura des comportements différents peut-être. D'évidence, tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une agriculture plus responsable. Pour autant, les intérêts individuels de tous les acteurs du marché peuvent être un frein au changement. Et la crise économique trouble un peu plus cette situation. Un reportage d'Aymeric Coletta au Salon de l'Agriculture. Alors peut-être pour commencer, Samuel, une réaction sur ce qu'on vient de voir et ce salon, cette foire aux produits et aux bestiaux qui se transforme finalement en foire aux étiquettes et aux arguments. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est vrai, c'est passionnant. Dans les commentaires, il y en a un qui m'a marqué, c'est qu'il faut changer de cap, mais aussi de comportement. Et que finalement, bon gré mal gré,
en tout cas grâce à la crise, nous sommes, nous consommateurs et les agriculteurs aussi, et le système est contraint de changer. Alors c'est vrai que c'est sans doute difficile pour les agriculteurs qui ont fait plusieurs têtes à queue, comme on nous le rappelle dans le reportage, mais finalement, le Salon de l'agriculture a fait aussi son mercredi des cendres, parce que la conversion, ça veut dire changer de cap, se retourner, et il faut changer. On en parlera ensemble, mais changer le comportement des consommateurs, est-ce que c'est bien de manger des fraises toute l'année? Pour le goût, oui, mais dans les faits, peut-être non. Est-ce que c'est bien, effectivement, de travailler avec des pesticides, des nitrates, etc. Pour la production, oui. Pour le résultat et l'écologie, non. Est-ce que c'est bien aussi, du point de vue de la mondialisation, cette disparité criante que dénonce le pape entre... Je caricature, des consommateurs obèses au nord et des ventres affamés au sud. Bien sûr, il y a un changement de comportement et je trouve que les chrétiens doivent être très à l'aise avec ce qui est objectivement une crise, mais qui demande un changement. C'est un changement sans doute salutaire. Vincent Cabanac, c'est un vrai changement selon vous qui se dessine ou c'est un changement de discours ? Je pense qu'il y a une adaptation à une situation qui évolue. On est passé, grosso modo, d'une société qui voulait être autarcique du point de vue alimentaire, voire même avoir des circuits courts par des contraintes qui étaient propres, des difficultés de transport, à une agriculture mondialisée où on a instauré à la fois des facilités, que ce soit par rapport à des échanges, mais aussi des grandes faiblesses. Parce qu'on a fragilisé des agriculteurs à certains niveaux, soit en les concentrant sur un type de production, avec les contraintes que l'on a vues, dont on ne mesurait pas assez les conséquences. Et maintenant, on veut mieux mesurer justement des effets négatifs de ce à quoi on les a amenés, production accompagnée d'un certain nombre d'engrais chimiques ou de pesticides, voir aussi quelle est la pertinence des circuits de production. En effet, prenons un exemple, quand on veut développer une agriculture locale au Kenya, qu'on leur fait produire des haricots verts essentiellement pour le marché occidental, c'est-à-dire on ne leur permet plus d'avoir un produit propre et spécifique au marché local pour nourrir les populations locales. Et lorsque vient interférer une hausse du carburant, on voit subir une contrainte qui pèse sur les agriculteurs sans qu'ils aient changé quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux mesurer, comme on prend la tension, la température d'un patient, il vaut mieux mesurer un peu tous les effets des nouveaux circuits et de production et de commercialisation. Ça, c'est à l'échelle mondiale, mais en France spécifiquement, c'est vrai que l'agriculture est à la fois un fleuron de la production française depuis toujours. En même temps, c'est un secteur extrêmement subventionné, dépendant des subventions. Et on voit bien qu'il y a plusieurs approches qui se télescopent un peu ces temps-ci. On parle de revoir les politiques publiques pour inciter à une agriculture plus raisonnée. Dans le même temps, on a des agriculteurs qui disent vous êtes gentils, mais nous, on est otages de ces situations. Le monsieur qui témoigne en disant on nous a dit dans les années 50, il faut nourrir le pays. Puis maintenant, on nous dit c'est pas bien ce que vous faites. Il faut quand même qu'ils arrivent à la fin du mois à nourrir leur famille eux-mêmes avec ce que rapportent leurs exploitation. Le paradoxe, c'est que le nombre d'agriculteurs a diminué et la production agricole a augmenté. Et donc forcément, cela s'est passé par un surcroît de productivité, qui a été connu aussi dans d'autres lieux, mais entre autres dans l'agriculture. Le but de l'agriculture, c'est non seulement de nourrir une population, d'avoir aussi un marché, il ne faut pas se leurrer, le marché agricole est un véritable marché de matières, on pourrait dire pas premières, mais de matières agricoles, matières de nourriture, donne de l'emploi, génère une industrie, mais a aussi une autre fonction, c'est-à-dire de prendre soin et aussi d'utiliser l'espace dans lequel on vit. Et c'est là où vient la question de la protection de l'environnement. On le mesure aussi maintenant au niveau de l'industrie, les effets négatifs de l'industrie qui donnait du travail, qui produisait, mais qui générait aussi une pollution. Eh bien, c'est cet ensemble-là qu'il faut prendre en considération, en n'ayant abandonné jamais l'objectif qui est quand même, je dis, c'est de nourrir des populations, qui est absolument essentiel. Il y a peut-être aussi,
deux façons justement de faire pour l'objectif de l'agriculture qui est de nourrir les populations. Dans une interview récente au journal, c'était dans le Parisien, le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, alors forcément il vendait sa politique, ce qui est normal pour un ministre, mais disait voilà, la politique de la France, il y a un choix, puisqu'il faut effectivement que l'agriculture puisse faire son travail, qui est de nourrir la population, voire les populations extérieures à l'Europe. Mais il y a deux solutions. La première, qui serait la tentation d'un certain nombre de nos partenaires européens, ça serait de faire une industrie agricole, d'aller jusqu'au bout de la logique de la production. Et il disait par exemple, ça donnerait quoi en France? Ça donnerait 2 ou 3 centres seulement dans lesquels on produirait le lait. Et donc en Europe, je sais pas, ça en ferait 20 ou 30. Lui dit, et je trouve que le discours, en tout cas le discours est séduisant, après les actes, je ne sais pas, son discours est de dire, l'État français est prêt à subventionner, mais pas n'importe quoi et n'importe comment, mais les exploitations petites et moyennes qui permettent non seulement une production à figure humaine, mais aussi de faire le travail que l'on demande aussi aux paysans. Et s'il ne le fait pas, en fait, plus personne ne le fera, ou il faudra embaucher des gens ultérieurement, qui est effectivement l'aménagement du territoire et la vie aussi des territoires. Et il terminait par une conclusion un peu à l'emporte-pièce, mais que je retiens en disant, mais finalement, qu'est-ce que l'on veut ? Par exemple, si on prend la production laitière, on veut une usine qui produit du lait avec un désert autour, il ne faut pas se leurrer, ça sera des friches. Ou est-ce qu'on prend les moyens de subventionner ce qui existe, sachant qu'il faudra que ces agriculteurs métamorphosent leur métier, etc. Mais ça, je pense que la plupart sont prêts à le faire. Parce que je termine par là, quelle est la profession qui a le plus changé ces dernières années? On va dire, les traders, effectivement, ils ont du mal. Mais les agriculteurs, eux, c'est le grand 8, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais même avant. Vincent Cabanach, Samuel disait les chrétiens doivent se sentir très à l'aise sur ces sujets. Il y a une pensée agricole chrétienne? Oui, parce que on voit... D'abord, c'est une question qui est d'ordre international. Elle ne concerne pas simplement la France. On voit bien que c'est une question qui concerne tous les pays. Deuxièmement, l'Église, dans sa présence, a toujours été attentive à la question de l'alimentation et donc forcément à la question de la production de l'alimentation liée au travail des agriculteurs. Enfin, et comme l'a dit le pape lorsqu'il a reçu les délégués de l'IFAD, on voit bien aussi que ce sont les agriculteurs, paradoxalement, qui souffrent dans les pays en voie de développement de la sous-alimentation, parce qu'ils sont placés dans des situations soit confrontés à des graves crises climatiques, soit n'ayant pas les moyens matériels de produire. Donc l'Église, à tous les niveaux, prend en charge. Et ce n'est pas pour rien qu'on a vu en France, c'est issu beaucoup des mouvements d'action catholique, entre autres dans le monde ouvrier, que sont nés un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à l'évolution de l'agriculture. On peut regretter telle ou telle évolution. On ne peut pas regretter par contre d'avoir vu la contribution d'un grand nombre de chrétiens qui ont fait le lien entre leur réflexion de foi, leur regard sur le monde à partir de l'action catholique et leur implication dans le milieu associatif, syndical et industriel. Pour prolonger la réflexion de Vincent, moi j'abonde dans son sens, c'est-à-dire que non seulement les chrétiens ont quelque chose à dire, mais si jamais, Vincent, nous l'avions oublié, en fait, d'autres viennent nous le rappeler. Par exemple, je pense au ministre Jean-Louis Borloo. Décidément, je parle des ministres, mais c'est des exemples récents. Qui a été reçu par les évêques en début de semaine. Exactement. Donc, le sujet, forcément, c'était l'écologie. Donc, des discussions finalement informelles, assez abondantes, relativement agréables au dire de Jean-Louis Borloo. Mais surtout, c'est sa conclusion que je retiens. Il a dit aux évêques présents, peut-être pas par pitié, mais je vous demande de faire entendre votre voix. Parce que du point de vue technique et politique, on a quand même un certain nombre d'idées, un arsenal, une panoplie assez développée. Donc vous pouvez nous secourir un petit peu, mais c'est peut-être pas là où vous êtes le meilleur. Par contre, sur la question du sens, puisqu'on est affronté à une crise et à une pénurie, et à la question de l'écologie, là, à ce moment-là, sincèrement, dès que vous avez quelque chose à dire, oui, manifestez-vous. Et je trouve que c'est c'est un retournement de l'histoire, que ce soit le pouvoir politique qui vienne demander à des évêques de se manifester sur une question de société. C'est pas une question d'abord de foi, l'écologie. Cependant,
Même Jean-Louis Borloo se disait conscient que le pape avait fait de la création et de la défense de la planète un thème fort. Justement, c'est une question du temps quand même, et on le voit bien en particulier dans ce pontificat où Benoît XVI, à de très très nombreuses reprises, évoque la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création et vis-à-vis de ce qu'il lèguera aux générations futures dans ce domaine. Est-ce que pour autant, il n'y a pas là aussi un télescopage entre cette pensée chrétienne sur la relation de l'homme et de la nature et puis la pensée écologiste, politique, qui poussée à son extrême considère que finalement le vrai danger dans la nature c'est l'homme? Il est évident, surtout quand on pose la question de savoir qui peut-on nourrir, combien de personnes peut-on nourrir. Souvent on dit la nature, la terre peut nourrir un nombre limité de personnes. Donc grosso modo il faut limiter la population pour ne pas mettre en danger la planète. Et donc on envoie un certain nombre de politiques natalistes. Ça, ce sont des excès que l'Église ne peut pas accepter, que les chrétiens ont des difficultés. Non pas qu'on peut dire on pourra nourrir indéfiniment, mais adaptons plutôt notre capacité de production agricole et notre mode de consommation aussi au nombre de personnes qui y sont. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, cette logique de dire on peut produire, donc on ne doit avoir pas plus de consommateurs est très dangereuse. Ça conduit à l'eugénisme, ça conduit à des politiques pro-avortement, etc. Donc ça, c'est évident que de ce point de vue-là, la position des chrétiens n'entre pas dans cette logique. Pour autant, il s'agit aussi de se dire qu'il y a deux niveaux. Un niveau immédiat, c'est-à-dire aujourd'hui, des hommes et des femmes et des enfants ont besoin d'être nourris. Donc ce n'est pas simplement dans un avenir le monde qu'on va construire, c'est aujourd'hui, et donc de faire en sorte. Et deuxième point, dans une perspective aussi du respect de la création et à plus long terme, c'est quelle société construit-on pour pouvoir nourrir dans la durée la population. Et comment on fait pour nourrir ceux d'aujourd'hui sans obérer l'avenir et sans abîmer la terre et les possibilités de nourrir ceux du futur? Je voulais juste revenir, Philippine, sur l'expression que vous avez employée qui est juste, c'est que l'écologie profonde, je crois que ça vient plutôt du monde anglo-saxon, donc deep écologie, effectivement c'est en fait proprement anti-chrétien, c'est de dire il y a au centre de la planète un parasite. Ce parasite, c'est l'homme. Donc c'est exactement le contraire, effectivement, du discours, et plus que du discours, que de la révélation chrétienne. En fait, c'est un discours anti-biblique. Mais ce que je remarque, c'est que notre foi, qui n'est pas d'abord un discours, coïncide en fait avec une urgence du moment. Si on revient au début de notre propos, qui est l'agriculture responsable, qu'est-ce qu'il y a de plus responsable que de demander à Adam et Ève aussi, de faire valoir justement la création, non pas de la piller, mais de la faire valoir. Ça veut dire que dans la profonde intuition biblique, c'est donc à l'homme que revient la responsabilité de faire valoir ou de mal faire valoir la création. Ça veut dire que toute seule, la création ne sera pas achevée. Et ça, je pense que c'est un élément que l'on peut donner et qui donne des couleurs finalement à quelqu'un, à nos politiques qui font ce qu'ils peuvent, du point de vue surtout technique et législatif, qui nous disent qu'il faudrait quand même être plus responsable. Oui, mais nous, cette responsabilité a une formidable profondeur puisqu'elle nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous demande d'être responsables, et pas Jean-Louis Borloo seulement. Merci à tous les deux. On va le voir dans la rubrique suivante. On n'est pas loin avec tout ça des sujets d'actualité que vos magazines ont retenus. C'est la rubrique à la une. Alors Vincent Cabanac, de quoi parle-t-on dans Pèlerin cette semaine? Cette semaine, le cœur du magazine, c'est La Terre peut nourrir tous ses enfants, justement en lien avec l'action du CCFD, avec un reportage en Guinée fait par Paul Aboyer, de voir que très concrètement des tentatives peuvent être faites pour lutter contre la dénutrition ou la difficulté de production agricole. Par exemple, en Guinée, avec la production de pommes de terre au niveau local, qui permet à la fois non seulement de nourrir les populations, mais aussi de faire un produit à l'exportation. Je pense que l'objectif, c'est de dire, on voit bien par rapport au thème de notre rencontre de ce jour, qu'il y a à la fois des défis, et que ces défis ne peuvent être relevés que par une prise de conscience et un engagement. Il
s'agit pas de point de vue simplement intellectuel, il y a des études, des analyses, mais aussi un engagement, et l'exemple là d'un certain nombre de chrétiens qui l'accomplissent. À lire dans Pèlerin donc et dans Famille chrétienne cette semaine. On est dans le combat spirituel, c'est un classique. Bienvenue en carême. Bienvenue en carême, voilà, puis on a un beau Saint-Michel avec une grande épée. Mais cette fois-ci, il y a une petite originalité, c'est qu'on revient sur les 7 péchés capitaux, sauf que dans la tradition orientale, ce que j'ignorais, ce que j'ai découvert avec joie, il y en a 8. Alors il faut aller voir sur Famille chrétienne ou famillechrétienne.fr. Voilà. Bon, pour découvrir le 8e, vous connaissez maintenant l'adresse. Quelques autres éléments dans l'actualité, dans la rubrique En bref. Alors, c'est pas pour leur faire spécialement de la publicité, mais je voudrais qu'on revienne un instant sur le numéro précédent du magazine Pèlerin avec Vincent Cabanac. Vous avez mené pendant assez longtemps une enquête auprès des catholiques français sur les homélies, cette enquête qui a donc été publiée dans le dernier numéro. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? D'abord l'intérêt, puisque les réponses ont été spontanées, et donc il y a eu plusieurs milliers de réponses spontanées et détaillées, de façon montrant ainsi que à la fois les catholiques pratiquants sont attentifs, même s'ils ne retiennent pas toutes les homélies. Ça les intéresse. Ça les intéresse. Ils y apportent non seulement de l'attention et de l'intérêt, mais ils en attendent une part importante, que ce soit par la formation, par le soutien du point de vue spirituel. Alors, la difficulté, c'est que forcément, leur appréciation est très liée aux prédicateurs qu'ils écoutent. Évidemment. Et donc, les analyses, les résultats un peu généraux devraient être peut-être pointés en fonction de tel ou tel prédicateur qui pondère les avis. Mais je crois que de fait, on découvre qu'il y a une grande attente. Et aussi, et c'est l'aspect étonnant, c'est que beaucoup pensent quelque chose de précis sur les homélies, mais hésitent souvent à le dire à leurs prédicateurs, puisqu'il y a à peu près 70 personnes qui n'en parlent pas, ni pour complimenter, ni peut-être pour dire autre chose. Bon, et on peut retrouver tout ça évidemment sur le site internet de Pèlerin. À suivre en tout cas, puisque le synode des évêques sur la parole de Dieu invitait à un travail en profondeur dans les différentes églises sur les homélies. Un autre élément dans l'actualité, c'est un recours intenté par l'association Alliance pour les droits de la vie contre une publicité du planning familial. On regarde. 300 000 € de subventions publiques pour 7 affiches. La campagne 2009 du planning familial provoque un malaise. Pourquoi amalgamer contraception et avortement? Comme s'il fallait banaliser l'avortement comme un simple moyen de contraception. Pourquoi imposer aux usagers du RER et du métro francilien une publicité aussi ambiguë? Son slogan occulte toutes les pressions que subissent les femmes, mais aussi leurs doutes, leurs peines et leurs larmes. L'avortement, il faut effectivement en parler, mais sans faire croire que c'est anodin. L'association que je représente, l'Alliance pour les droits de la vie, a décidé de saisir les juridictions administratives pour solliciter l'annulation de la décision du Conseil régional d'Île-de-France qui affectait une somme de 300 000 € à la campagne de promotion de l'association Le Planning Familial. Que ce soit le contribuable parisien qui finance ce type d'opération est absolument inacceptable. Cette décision est critiquable à bien des égards. En premier lieu, le Conseil régional n'a pas vocation à financer les activités de ce type d'association. Plus gravement, cette association a notamment pour mission, qu'elle s'est attribuée, d'organiser des filières vers des pays étrangers pour avorter dans des conditions qui seraient illégales en France. Il est temps que les pouvoirs publics cessent de financer ceux qui confondent encore la cause des femmes avec l'avortement à tout prix. L'Alliance pour les droits de la vie aide les femmes enceintes en difficulté et soutient celles ou ceux qu'un avortement fait souffrir. Voilà donc une initiative de l'Alliance pour les droits de la vie. Samuel Prévost, quel regard vous portez sur
cet événement, à la fois la campagne et puis la réaction de l'ADV? Pour la réaction de l'ADV, nous, on les soutient volontiers dans nos colonnes, et d'autant plus qu'on pourrait croire que c'est un combat, à la limite, qui dupliquerait l'Amérique, c'est-à-dire des pro-life, et puis qu'il y aurait deux camps, des gentils, des méchants. En fait, si on travaille un tout petit peu la question, on voit justement que c'est une question très délicate et pleine de souffrance. Et je donne juste un élément aux téléspectateurs que je pense certains peut-être ignorent ou sous-estiment, c'est la souffrance du corps médical. Une des choses les plus difficiles pour le corps médical aujourd'hui, c'est justement faire face à la pratique des avortements. Parce que c'est une pratique qui n'est pas facile à gérer pour leur conscience, à gérer au quotidien. Et dans le corps médical, même le corps médical lui-même, et on a plein de capteurs, et c'est pas l'occasion ici de le développer, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le corps médical lui-même n'en peut plus, les acteurs justement, et a fortiori forcément les femmes qui en sont victimes. Et donc je trouve ça tout simplement très courageux et aussi assez bien monté que d'être capable de dire qu'effectivement le sujet est tellement grave, que la dignité de la femme est tellement importante qu'on ne peut pas faire cet amalgame, effectivement, entre l'avortement comme un moyen de contraception parmi d'autres. Voilà, en tout cas, une publicité qui a scandalisé à la fois par le contenu de la publicité, mais surtout parce qu'elle était subventionnée assez largement par les pouvoirs publics. C'est un sujet qui intéresse aussi à Pellerin, Vincent? Je crois que tout est la question de la formation et la préparation à la sexualité. On a vu aussi le débat qui a joué en Angleterre avec la naissance d'un enfant dans un couple quand même très jeune. Est-ce qu'il faut avoir un slogan réducteur comme le fait cette campagne où on assimile chacun des trois mots et des trois étapes, ou est-ce qu'il faut vraiment favoriser une vraie formation à la sexualité? C'est pas aujourd'hui qu'on va clore ce débat. En tout cas, pour ce qui est des débats à l'intérieur de la presse chrétienne, on retrouvera Dominique Chivot avec de nouveaux invités jeudi prochain. Merci à tous les deux d'être venus participer à Questions ouvertes. À bientôt.